On reprend les travaux. Nous accueillons maintenant un nouveau groupe, la Fédération autonome de l'enseignement. Salut à vous quatre. Je vais vous laisser le soin de vous présenter avec votre titre complet, si vous me le permettez. Et je vous cède déjà la parole pour ensuite votre 10 minutes pour votre exposé. Il va s'en suivre une période d'échange. Alors, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de nous recevoir. Je suis Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. La FAE regroupe 9 syndicats qui représentent près de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Nous sommes présents dans 7 régions du Québec dans lesquelles se trouvent les 4 plus grands pôles urbains. Et je suis accompagnée aujourd'hui de M. Daniel Gauthier, vice-président à la négociation nationale, et de Mesdames Marika Tremblay et Marie-André Bénard, qui sont conseillères aux relations du travail. Déjà, la loi, par son nom, peut sembler bienveillante ou équilibrée, comme on nous l'a dit, mais pour nous, il n'en est rien. Au contraire, le projet de loi est pour nous inacceptable, inutile, voire illégal. D'abord, le projet de loi porterait atteinte au droit d'association puisqu'il restreindrait le droit de grève des travailleuses et travailleurs. Si les mécanismes prévus au projet de loi venaient s'appliquer au personnel enseignant, ce qui est l'intention avouée, bien, le personnel ne pourrait plus exercer la même influence sur la négociation de ses conditions de travail. Et de plus, le gouvernement se soulagerait de la seule véritable pression qu'il subit en période de négociation, c'est-à-dire la pression populaire et politique. Ensuite, la FAE craint que le projet de loi ait un impact négatif sur les conditions d'apprentissage des élèves parce qu'on le sait, elles sont intimement liées aux conditions de travail du personnel enseignant. En 2023, les enseignantes et enseignants de la FAE ont bravé le froid et renoncé à leur salaire pour faire entendre au gouvernement l'urgence d'agir en éducation. Cette grève n'a pas été qu'une lutte syndicale, elle a été une lutte sociale. Les profs de la FAE se sont battus pour le bien commun. Pour nous, le bien-être de la population, ça passe par une amélioration des conditions d'apprentissage des élèves toute l'année durant, pendant tout leur parcours scolaire. Au cours des dernières décennies, s'il y a eu des bris de service dans les écoles publiques, c'est en raison du sous-financement et des réformes mal ficelées. On va se le dire, l'employeur ne veut pas créer d'obligations. Notre contrat de travail est l'un des seuls remparts pour garantir un minimum de service aux élèves. Par exemple, les ratios maître-élève sont protégés par la Convention, comme les protocoles d'accueil pour les services qui sont offerts aux élèves issus de l'immigration. On invite aussi les parlementaires à réfléchir au contexte qui a mené ultimement à cette grève générale illimitée. Rappelons que la dernière négo a duré 427 jours, mais ce n'est que lors des dernières journées que le gouvernement a négocié un peu plus intensément, alors que les profs étaient déjà en grève. Pendant près d'1 an de pourparlers, les représentants patronaux peinaient à obtenir des mandats. Ils n'étaient disponibles qu'une journée par semaine. Après presque 1 an et une médiation, ils ont finalement déposé 5 priorités, dont l'une d'entre elles n'avait jamais été discutée à notre table de négociation. Il est là le vrai problème. Bref, ce projet de loi attaque le droit des profs, majoritairement des femmes, à exercer un des seuls moyens dont elles disposent pour tenter d'améliorer leur sort, celui de leurs élèves et celui de l'école publique. Je cède la parole à M. Gauthier qui va vous expliquer un peu plus le contenu du mémoire et on attire votre attention qu'on ne se prononcera pas sur l'aspect du projet de loi qui vise à donner un pouvoir spécial au ministre de nommer un arbitre de différend. Merci, Mme Hubert. Le ministre présente le projet de loi comme une approche équilibrée. C'est en réalité le contraire. Tout d'abord, il convient de rappeler que le droit de grève en enseignement est déjà limité. En effet, les grèves ne sont possibles que sur certaines conditions de travail définies comme nationales dans les lois qui s'appliquent. Par exemple, le salaire, la tâche, les dispositions relatives aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Pour de nombreuses autres conditions de travail, la grève n'est tout simplement pas permise, laissant les enseignantes et enseignants avec très peu d'influence sur ces dernières. C'est ce que prévoit le régime de négociation des conventions collectives dans le régime du secteur public et parapublic que la présidente du Conseil du Trésor entend modifier et que nous décrivons en détail dans notre mémoire. La FAE se serait attendue à connaître leur teneur et de ces modifications pour évaluer globalement leurs impacts sur le droit de ses membres. Malheureusement, compte tenu que la séquence des travaux législatifs déterminée par le gouvernement, notre mémoire ne tient compte que du régime existant. Vous nous direz que d'autres moyens de pression que la grève peuvent être exercés. En effet, à chaque négociation, les enseignantes et enseignants déterminent un plan d'action qui se déploie en fonction du déroulement des pourparlers.
Il faut toutefois savoir qu'en dans le secteur de l'éducation, les moyens de pression sont limités. Le tribunal administratif du travail peut ordonner à un syndicat de cesser tout moyen de pression qui porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit. Par exemple, dans le passé, le tribunal a conclu que des moyens de pression tels que la prolongation de la récréation, la perturbation de la remise du premier bulletin et les congés de devoir portent atteinte ou sont vraisemblablement susceptibles de porter atteinte au service auquel le public a droit. Ainsi, la grève constitue le seul moyen de pression ultime que peuvent exercer les enseignantes et enseignants sur certaines conditions de travail afin de maintenir un rapport de force dans leurs négociations. Voici ce qui cloche avec ce mécanisme que le gouvernement voudrait faire appliquer au secteur de l'éducation. Premièrement, comme plusieurs intervenants l'ont fait, il faut rappeler que la liberté d'association est protégée par les chartes. Le droit de grève est une de ses composantes indissociables. Ce projet de loi vise à restreindre l'exercice du droit de grève dans des circonstances autres que celles liées aux services essentiels déjà prévues au Code du travail. Que l'on soit clair, s'il était adopté tel quel, ce projet de loi porterait atteinte à la liberté d'association de façon tout à fait injustifiée. Deuxièmement, la définition des services assurant le bien-être de la population, telle que prévue à l'article 4 du projet de loi, est trop large, vague et floue. Cette définition permettrait au gouvernement de prendre des décrets au gré des pressions politiques qu'il subit de la part d'employeurs importants ou encore de l'opinion publique. De plus, quels sont les critères qui permettront au tribunal d'établir qu'il y a une disproportion ou pas? Il y a là un terreau fertile à des débats houleux devant les tribunaux et à un étirement du temps dans le temps des conflits de travail. Bien que le gouvernement affirme que ce pouvoir serait utilisé avec parcimonie, un tel pouvoir ainsi inclus dans la loi s'avérerait permanent à moins d'être invalidé par un tribunal et nous ne pouvons pas présumer de son utilisation future. Troisièmement, le mécanisme proposé est à peu de choses près celui qui s'applique aux services essentiels, mais avec une définition beaucoup plus large. L'intention du gouvernement est de faire de l'éducation un service essentiel. La FAE le dénonce fortement. Ce projet de loi nous apparaît contraire aux enseignements de la Cour suprême du Canada en matière de la liberté d'association. À cet effet, la Cour suprême du Canada nous enseigne que le simple inconvénient subi par les membres du public ne constitue pas un motif du ressort des services essentiels justifiant l'abrogation du droit de grève. Le Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail a également repéré que le secteur de l'éducation ne saurait être considéré comme un service essentiel. Un service éducatif ne peut être comparé à une intervention médicale à donner à un patient dans un état critique dont la vie est en jeu. On ne trouve pas là la même justification à une violation d'une liberté fondamentale. En adoptant cette position, la FAE ne nie pas que les conséquences à court terme que peuvent avoir une grève sur certains élèves. Dans les derniers jours, on a beaucoup entendu parler d'élèves lourdement handicapés que nous, enseignantes et enseignantes, accompagnons au quotidien dans des conditions plus que difficiles. En effet, ce que constatent au quotidien les enseignantes et enseignants, c'est que ce sont les coupures en éducation et le démantèlement des services publics qui mettent en péril les services offerts à ces populations. Dans ce contexte, pour nous, prendre soin des élèves, c'est aussi revendiquer pour eux de meilleures conditions d'apprentissage. Si on affirme que le projet de loi est inutile, c'est notamment parce que le Code du travail offre déjà des outils. Par exemple, l'article 109.1 permet de déroger au principe général qui veut qu'un employeur ne peut pas, pendant une grève, utiliser les services d'un salarié. Plus précisément, il prévoit que les parties pourraient convenir de certains services qui sont maintenus. Or, jamais un centre de service ou la partie patronale ne nous a soumis une telle demande. Nous l'aurions considérée. En conclusion, pour ma part, si on affaiblit la capacité des enseignantes à exercer des moyens de pression qu'est la grève, ces élèves ne pourront plus bénéficier des impacts positifs à moyen et à long terme qu'elles génèrent. C'est un des grands angles morts de ce projet de loi, Monsieur le ministre. La négociation a des impacts positifs, la négation des impacts positifs des grèves à plus long terme pour le service aux élèves. Et ce projet de loi-là n'améliorera pas le contexte de désertion professionnelle et de pénurie de personnel qualifié dans lequel nous sommes. Et au pire, il va contribuer à la dégradation des conditions d'exercice. En plus, le gouvernement s'assurerait de museler une grande majorité des femmes à son emploi. Le premier ministre, Maurice Duplessis, aurait dit à Laure Gaudreault, une institutrice rurale syndicaliste, « Je ne négocie pas avec des vieilles filles ». Cette attitude de mépris, Monsieur le Président, les enseignantes la subissent depuis qu'elles ont commencé à enseigner dans les écoles de rang.
Ça ne les a pas empêchés, depuis près de 100 ans, de se battre pour améliorer leur sort et celui de leurs élèves. La FAE s'opposera donc à ce que le gouvernement affaiblisse le rapport de force. On demande le retrait de l'article 4 du projet de loi et les modifications qui s'y rattachent. Et avant de prendre des décisions, on invite le gouvernement à tenir une large consultation portant sur tous les éléments de la négociation, incluant le régime de négociation dans le secteur public. C'est l'avenir des services publics au Québec qui est en jeu. Merci, Mme Hubert. On va débuter la période d'échange avec la partie gouvernementale. Monsieur le ministre, vous avez 16 minutes 30 secondes. Oui, merci, Mme Hubert, M. Gauthier, Mme Tremblay, Mme Bénard, pour votre présence, pour votre engagement, pour votre contribution. Je veux d'emblée, Mme Hubert, on se connaît quand même un peu depuis un certain temps. Vous savez qu'il n'y a aucune volonté de mépriser quelque personne que ce soit, quelques groupes que ce soit dans la population au Québec, de ma part et de la part des personnes qui travaillent avec moi, qui ont contribué à l'élaboration du projet de loi. C'est pas contre les femmes, c'est pas contre les hommes, c'est pas non plus contre les syndicats, ni les travailleurs, travailleuses, ni les employeurs, parce que il y a quand même aussi, dans votre cas, un employeur. Donc, c'est beaucoup plus parce qu'on est à la quête d'un meilleur équilibre. Puis, c'est pas pour affecter le rapport de force. Je suis totalement d'accord avec M. Gauthier que la négociation est la voie à emprunter. La négociation surtout raisonnée, une négociation basée sur des intérêts, non des émotions, non des personnes. C'est ça qui donne les meilleurs résultats. Puis je ne suis pas un de ceux qui prétend que la présence d'un syndicat n'a pas un effet positif sur les conditions de travail. D'ailleurs, je disais un balado avec le président de la CSQ il y a quelques semaines que là où il y a un syndicat, l'écart en termes d'équité salariale est moins grand qu'en contexte non syndiqué. Puis ça, je le reconnais, la valeur ajoutée de la présence syndicale dans un environnement de travail pour le bénéfice de toutes les personnes aussi qui sont en situation de handicap, qui vivent avec des troubles particuliers. Et je sais, Mme Hubert, je vous l'ai dit avant qu'on commence, on n'a que des intérêts communs, puis c'est véritablement en connotation humaine. Je vais évacuer rapidement l'article 5 parce que vous ne vous prononcez pas sur le mécanisme d'arbitrage parce qu'il ne s'applique pas à vous. Donc, ça étant évacué, donc, notre discussion, c'est est-ce qu'on se doit de maintenir certains services dans des secteurs où il n'y a pas application d'un régime de services essentiels, et c'est le cas dans l'éducation. C'est pour ça que le secteur de l'éducation est concerné ici aussi. Vous le savez, en santé, en services sociaux, dans certains services publics, puis dans la fonction publique, il y en a des services publics qui n'abrogent pas le droit de grève, qui n'empêchent pas l'exercice du droit de grève. Mais il y a des secteurs, comme en éducation, puis dans plein d'autres secteurs d'activité, où il n'y a aucun maintien de service pendant l'exercice d'un droit de grève ou l'exercice d'un droit de l'encontre. Donc, c'est beaucoup plus dans ce contexte-là, et c'est pas pour s'attaquer aux droits des profs, comme vous le mentionnez, à l'égard desquels j'ai le plus grand respect. Je suis ce que je suis devenu, comme tous ceux et celles qui sont dans la salle, grâce à des profs pour lesquels on a une estime considérable. Moi, c'est ça, sans aller plus loin là-dessus. Donc, on n'a pas une volonté d'affecter des intérêts de personnes à l'égard desquelles on a énormément d'estime. Monsieur Gauthier, je vais avoir certains commentaires. Là, quand vous dites, il y a déjà un article dans le Code du travail qui permet, de saisir le temps pour imposer, de cesser des moyens de pression s'il n'y a pas de service qui cause des préjudices. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez que c'est pendant la durée de la convention, généralement. C'est pas dans le contexte d'un arrêt de travail légal. C'est pas un article qui s'applique. Donc, on a besoin de trouver une façon moderne de s'intéresser à des cas, par ailleurs, exceptionnels, qui aient un certain niveau de service
qui soit maintenu. Puis vous m'aimerez pas, mais on ne peut pas ne pas respecter la réputation du docteur Royer quand il nous parle d'enfants handicapés susceptibles de régresser au niveau des apprentissages, des comportements, parce qu'il y a eu une interruption des services éducatifs pendant un certain temps. Il y en a à peu près 54 000 élèves handicapés. C'est notamment une situation qui permettrait l'application de l'article 4, qui est un maintien de service pour assurer, pour lutter contre la régression comportementale et au niveau des apprentissages de ces personnes-là. Il y a une nécessité humaine et sociale d'intervenir, puis c'est dans des secteurs autres où le régime des services essentiels s'applique. L'atteinte justifiée, ça, M. Gauthier, oui, vous le soulevez, puis bon, tous ceux qui sont venus devant nous disent, évidemment, c'est un projet de loi qui veut considérer davantage les besoins des populations, notamment, bien, on parle beaucoup des enfants handicapés parce que vous êtes la Fédération autonome de l'enseignement, mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas exercer des droits, par ailleurs, parfois fondamentaux, à cause de l'impact d'une grève, à cause de l'impact d'un lockout. Puis depuis la décision de la Cour suprême, il y a eu des événements quand même assez brutaux au Québec puis dans le monde. Il y a eu la pandémie, puis il y a eu, évidemment, ça, c'est pas en termes de brutalité, mais la pénurie de main-d'œuvre, puis les négociations avec d'autres pays pour l'imposition de tarifs douaniers. Ça impose qu'on ait une attention particulière dans ce contexte-là à la stabilité des personnes qui sont marginalisées, vulnérabilisées ou impactées de façon trop préjudiciable par un conflit de travail. L'atteinte injustifiée, je lisais tout à l'heure parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais lu la Cour suprême, mais tu sais, le juge Dixon, il disait bien, par contre, après avoir dit quelle était la norme applicable, là, maintenant, c'est évident, là, il y avait une consoeur qui a cité ce passage-là, maintenant, c'est évident et imminente pour la vie, la sécurité et la santé ou une partie de la population, Puis le juge Dixon, il disait, par contre, la Constitution exige que la restriction apportée au droit de grève, restriction, on ne parle pas d'abrogation, ne soit pas plus importante que ce qui est nécessaire pour protéger la population. De plus, la détermination des services à maintenir doit revenir à un tribunal indépendant. Or, quand je dis que des groupes et des experts sont venus nous dire que la confection ou les concepts ou les critères utilisés dans notre projet de loi sont le plus possible en harmonie avec les enseignements de la Cour suprême du Canada, puis moi, quand vous dites, M. Gauthier, c'est une atteinte injustifiée, peut-être, puis je ne suis pas capable de prédire ce qu'un tribunal pourrait décider après l'application du mécanisme prévu à l'article 4, mais tout réside dans la justification. Puis là-dessus, on est véritablement sur la longueur d'onde. Puis moi, je suis prêt à discuter des critères, là. Tu sais, qu'on me parle de sérieux au lieu de grave ou de disproportionné, c'est par rapport à quoi? Moi, j'ai aucun problème. Puis je sais que mes collègues en avant vont vouloir discuter. Mais notre but dans la rédaction du projet de loi, c'est de donner une capacité d'intervention, une capacité d'interprétation au tribunal administratif du travail, qui est composé de personnes impartiales et indépendantes, pour que le tribunal puisse s'adapter aux faits particuliers et aux circonstances particulières. Une grève, sa durée a un impact sur le préjudice populationnel, son contexte, les dommages, comment les documenter, comment les justifier. C'est pour ça que je répète souvent que c'est véritablement du cas par cas. L'article 109.1, je comprends, là, mais ça, c'est essentiellement les dispositions anti-briseurs de grève. Je voyais pas... Puis, M. Gauthier, juste peut-être me répondre à ça. Quand vous référez à 109.1 du Code du travail, les dispositions anti-briseurs de grève, pouvez-vous me remettre dans le contexte de votre propos?
Je sais pas, Marika, si tu veux-tu clarifier, Marika, ou je peux remonter? 109.1, comme vous le savez, prévoit une dérogation au principe de l'absence de service pendant une grève. Donc, oui. bon, évidemment. Mais donc, il y a des dérogations. Puis ce qu'on soumet, c'est que il est possible de s'entendre pour continuer à donner des services dans un contexte de grève. Mais c'est ce que M. Gauthier soumettait. Jamais un centre de service scolaire, jamais la partie patronale nous a approchés pour avoir cette discussion-là. Cette discussion-là qui aurait pu avoir lieu au sujet de services à offrir pour des élèves lourdement handicapés dont on a beaucoup parlé au cours des prochains jours. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a des outils, mais ils n'ont pas été utilisés. Que les centres de services scolaires n'ont pas coopéré. Mais c'est intéressant parce que dans le projet de loi, si un décret gouvernemental, le tribunal administratif du travail, qui est impartial et indépendant, aura à déterminer si les critères de la loi, le cas échéant, sont rencontrés et donc s'il y a des services minimalement requis à maintenir. Et là, ce n'est pas lui qui le fait, c'est les parties qui vont devoir les déterminer, ces services-là. Donc, ils vont devoir négocier. Et là, il va y avoir un devoir des deux parties. Puis bon, quand il y a un décret, je vous rappellerai qu'une seule des parties peut demander au tribunal administratif du travail de décider si les critères prévus dans la loi sont rencontrés. Mais s'il dit oui, s'il dit non, on respecte la décision. S'il dit oui, les parties doivent s'entendre, doivent négocier. Puis s'ils ne s'entendent pas, c'est le tribunal qui détermine. Puis s'ils s'entendent, le tribunal pourrait juger de la suffisance, mais normalement, si les parties s'entendent, il va adhérer. Fait que c'est une façon d'éviter la problématique à laquelle référait M. Gauthier et que vous m'expliquez bien, là, vous me remettez bien dans le contexte. Mais peut-être pour préciser, au cours des derniers jours, on a entendu plusieurs experts en droit du travail qui ont rappelé le principe d'autonomie des parties, qui est un principe qui est constitutif du modèle des relations de travail au Québec. Ce que le projet de loi propose, via l'adoption du décret, c'est en fait retirer cette autonomie de négocier, et d'où négocier entre les parties. Parce que la référence à 109.1, c'est l'idée que ce serait aux parties de faire cette détermination-là. Il n'y a rien qui contredit, je suis désolé de le dire, l'autonomie des parties. La convention collective de travail, quand elle est conclue, c'est la loi des parties, c'est les parties qui doivent la conclure. On fait même raffermir ce principe-là en leur demandant de déterminer les tenants et aboutissants des services minimalement requis pour empêcher un impact trop préjudiciable pour la population. Donc, on raffermit. Fait que c'est sûr qu'un projet de loi de cette nature-là, il fait l'objet de plusieurs énoncés, mais il faut revenir à sa base. Il est simple, le projet de loi. Il n'empêche pas le droit de grève. Il veut juste trouver un équilibre entre l'exercice du droit de grève ou l'encountre, parce que les gens ne parlent pas de l'encountre, mais il y a aussi des rencontres qui ont eu des impacts préjudiciables sur la population. Donc, un équilibre entre ça et les besoins souvent fondamentaux de la population qui est préjudicié. Puis je sais que vous pourriez me dire, on peut-tu améliorer le régime de négo? Ça, le régime de négociation dans le secteur public et parapublic, relève pas de moi. Moi, je dis, il y a des conflits de travail qui relèvent du Code du travail. On parle de services à maintenir. Ça, c'est dans notre juridiction. Encore une fois, puis vous le savez, puis Mme Hubert, je pense que vous les connaissez, nos services de conciliation, médiation, plus on permettra l'autonomie des parties avec un accompagnement d'experts en relations de travail, moins on évitera le 5, 6 ou 7 % d'arrêt de travail au Québec. Est-ce que, Mme Hubert, vous avez un commentaire à faire sur la conciliation, médiation? Vous avez travaillé avec des gens de notre ministère? Je ne remets pas en question le professionnalisme ou les compétences des gens du ministère. Je remets en question l'attitude des patrons à table.
On a passé un été en médiation et nous, on n'était pas là à attendre que ça passe pour avoir le droit de grève. On arrivait avec des mandats précis. On sort de médiation et, force est de constater, négo après négo, je pense que ce n'est pas le propre de celle-ci. Et on sort de médiation avec un médiateur qui n'est même pas capable de nous faire des recommandations parce que les parties sont encore trop éloignées. On n'a pas de mandat, on n'a pas réussi à se rejoindre. M. Gauthier pourrait peut-être en parler plus parce qu'il l'a vécu personnellement. Le problème, il est là en ce moment, c'est des négociations, un dialogue de sourds qui arrive dès le dépôt patronal avec un dépôt qui n'a rien à voir avec les demandes des employés. Et on reste sur un dialogue de sourds pendant 1 an où on se démène à expliquer nos choses. Il n'y a pas de mandat de l'autre côté. C'est ça le vrai problème de la négociation, en tout cas en éducation. Exactement. Puis où la partie patronale nous exprime pendant 1 année entière qu'ils n'ont pas de mandat et qu'ils sont là pour nous écouter. Ils posent des questions, ils sont attentifs. Donc, pendant 1 an, des fonds publics, énormément de temps précieux devraient être consacrés à une négociation réelle, alors qu'on est en attente. Il ne faut pas oublier qu'il y a également un processus où, lorsque les mécanismes arrivent, c'est de nouvelles personnes qui arrivent aux tables de négociation, comprenant moins ou peu les enjeux en éducation, qui se trouvent devant nous et qui, eux, ont la possibilité d'avoir des mandats, mais non plus une connaissance fine du réseau. On est donc devant un problème de fonctionnement quand on parle de négociation. Votre projet de loi s'attaque à la fin, comme si, à la fin, parce qu'ils exercent le droit de grève, parce que la partie patronale n'a pas réussi à avoir des mandats et à négocier, on va les empêcher de manifester puis de nous déranger. C'est très grave, Monsieur le ministre. Ce qu'il faut donner, c'est un regard réel puis attentif au processus de négociation, puis s'en parler ensemble. D'où notre ouverture à vous dire, c'est un large processus d'échange, de consultation qu'il faut avoir ensemble pour repérer puis identifier les vraies problématiques. Parce que, à notre avis, les problématiques que vous nommez ne sont pas celles qui sont vécues. Et j'étais personnellement sur cette table, Monsieur le ministre. Merci. Merci. Ça met fin à ce bloc d'échange avec la partie gouvernementale. On enchaîne avec l'opposition officielle. Madame la députée de Darcy-McGee, la parole est à vous. 10 minutes, 24 secondes. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, merci du travail dans le mémoire et de présentation aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ce qui a le plus d'impact négatif sur les enfants, les élèves avec des besoins particuliers, c'est les bris de services continus. On est à au moins 2400 qu'on a repérés dans la dernière année. Manque, comme vous avez mentionné, question de sous-financement de la part du gouvernement. Puis, évidemment, ça, c'est des bris de services qui sont beaucoup plus à long terme que les grèves, par exemple, donc qui peuvent avoir des impacts vraiment négatifs sur ces enfants-là. Par contre, je vous pose la question parce qu'évidemment, les professeurs, vous êtes tous dévoués envers vos élèves et d'autant plus ceux, pas d'autant plus, mais également ceux qui travaillent avec les élèves justement qui ont des besoins particuliers. Et comme vous le savez, c'est pas juste des services éducatifs qui sont offerts à l'école à ces jeunes-là, mais également des services en santé, de l'ergothérapie, entre autres. Oui, réadaptation, tous ces éléments-là. Donc, mais je vous pose la question, puis on l'a vu justement durant la pandémie, quand la directive était que les écoles spécialisées pour les élèves avec des besoins particuliers soient les derniers à fermer et les premiers à ouvrir, parce qu'on sait l'impact, les pertes d'acquis que ça peut avoir sur ces jeunes-là. D'autant plus, surtout quand le temps s'allonge, disons. Donc, et vous avez parlé de la qualité de l'éducation et justement la raison de vouloir faire la grève pour augmenter la qualité du service que vous allez rendre à ces jeunes-là. Mais dans le cas particulier de ces jeunes-là, si le temps, par exemple, que ça prendrait un prof, après une grève d'un certain temps, de faire le réapprentissage de ces jeunes-là, ferait en sorte que ça serait du temps perdu pour développer d'autres acquis. Alors moi, ma question à vous, et vous le mentionnez dans le mémoire, quand on parle de services essentiels, puis vous proposez peut-être l'élargissement de cette catégorie-là, vous mentionnez que dans certains contextes, lorsque la vie, la santé, la sécurité d'autrui sont mises en péril, il a été jugé légitime de restreindre le droit de grève. Ma question à vous, parlons particulièrement des élèves avec des besoins particuliers. Ne pensez-vous pas que, autant que ce soit un bris de service de la part de raison de manque de ressources de la part du ministère de l'Éducation, mais en temps de grève, que ces jeunes-là, il y a un impact accru et sur leur réalité et sur leurs acquis. Quand, par exemple, la grève qui a eu en 2023, alors ma question vers vous, c'est, pensez-vous que pour les élèves avec des besoins particuliers qui devraient avoir une continuation des services au-delà d'une grève?
dans un monde idéal, tous les élèves du Québec n'ont aucun bris de service pour aucune raison en tout temps. On va se comprendre. Oui. Et particulièrement pour les élèves les plus vulnérables, nous, en ce moment, ce qu'on vous dit là, c'est le travail de l'employeur aussi de faire en sorte que les conflits de travail ne finissent pas comme ils finissent en ce moment. Et on va s'entendre, la grève de 2023, elle est exceptionnelle dans l'histoire du Québec, là. On s'entend d'habitude, on est à 1, 2, 6 journées. Aucun jour perdu en 2020. Il y a ça aussi. Donc, avant de s'attaquer à un droit qui est protégé par les chartes pour le personnel enseignant, nous, ce qu'on dit, c'est travaillons en amont pour faire en sorte qu'on n'arrive pas là et qu'on ne se rend pas à ces bris de service-là. Et l'autre chose qu'il faut penser, c'est chaque fois que des profs gagnent des services pour les élèves, bien, sur le long terme, ces élèves-là, dans les écoles les plus des populations les plus vulnérables, on pense à nos élèves lourdement handicapés, bien, ce qu'on gagne, on réussit à le protéger sur le très long terme. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la balance de notre point de vue, bien qu'on comprenne que ce sont des situations difficiles pour les élèves. Et il n'y a pas un prof de ces écoles-là qui était content d'être dans la situation où il était, parce que les gens font les choses avec énormément de cœur dans ces écoles spécialisées-là qui sont sur nos territoires. Donc, moi, j'inviterais le ministre et les gens à s'intéresser. Venez voir dans les écoles le sous-financement chronique, le manque de ressources, quand il n'y a pas de préposés aux élèves. C'est pour ça qu'on se bat. Donc, opposer le droit de grève puis le droit de ces élèves-là, pour nous, c'est prématuré. Travaillons sur le régime de négociation, travaillons en amont, puis trouvons les solutions pour pas que ça se rende où ça s'est rendu. Je compléterai, si vous le permettez. Pour nous, c'est quand même étonnant que c'est à ce moment-ci que le gouvernement juge l'intérêt de modifier une loi en utilisant, puis on le partage, qu'il faut se préoccuper du bien-être de ces populations scolaires-là. Parce qu'on semble oublier que c'est nous, les enseignants, qui protégeons ces enfants-là quotidiennement dans les établissements. On ne semble pas réaliser que c'est nous qui sommes au front, puis que lorsqu'il y a des demandes et des discussions à la table de négociation, c'est nous qui demandons des classes spécialisées pour ces populations-là. Et c'est la partie patronale qui pense qu'en incluant davantage l'ensemble de ces enfants-là, on arriverait à une solution. Et il faut donc se battre et aller jusqu'en grève pour protéger les acquis de ces enfants-là. Donc, c'est ça la réalité. Il est donc étonnant d'entendre l'argumentaire utilisé en ce moment. S'attaquer au report de... prendre cet argument-là, à notre avis, il est clair que c'est parce qu'on veut venir... L'objectif, c'est de s'attaquer au rapport de force qui a pu déranger. Il faut savoir que ça aurait l'effet contraire. Retirer le rapport de force que les enseignantes ont actuellement, ça aurait l'effet de rendre en découverture la protection particulièrement de ces populations scolaires-là. Dois-je vous rappeler que dans les derniers jours, le ministre de l'Éducation lui-même annonçait une deuxième série de coupures de plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont directement des effets sur où est le ministre du Travail quand le ministre de l'Éducation annonce des coupures de millions de dollars? Où est la préoccupation du bien-être de la population, Monsieur le ministre? Merci, mais tout à fait d'accord que c'est une bataille qui se fait au quotidien. Et quand le gouvernement annonce des coupures justement dans ces services et dans ces postes-là, c'est que lui aussi fait justement l'effet qu'on vous demande, que la grève aurait pu avoir sur les élèves. Toutes ces coupures-là sont davantage désavantageuses pour ces jeunes-là, qui va les affecter au quotidien. Ce que j'ai apprécié, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre mémoire, c'est que vous proposez des modifications. Et je serais curieuse que vous puissiez élaborer un petit peu ce que vous avez proposé, justement, comme vous avez dit, le rapport de force entre employeurs et le personnel enseignant. Mais vous avez une proposition intéressante si vous voulez élaborer. Pouvez-vous préciser de oui, quel c'est dans endroit, votre modification proposée pour le projet de loi 89 à la page 7. Okay. Donc, vous commencez concrètement, le gouvernement pourrait dorénavant, à sa guise, et dès les premières balbutiements d'une négociation, prendre un décret donnant au tribunal le pouvoir de déterminer si en éducation des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out. Une fois ce décret pris, les associations de personnes salariées en éducation et leurs employés respectifs pourraient s'adresser au tribunal afin que celui-ci ordonne le maintien de tels services. Ce ne sont pas nos propositions à nous, c'est les propositions les modifications qui sont proposées par le projet de loi, là. Donc, on décrivait un peu
le mécanisme qui était prévu. Donc, ce ne sont pas nos recommandations à nous. Notre recommandation à nous, elle est claire, c'est travaillons sur une large consultation de ce qui se passe dans le régime de négociation, puis en période de négociation, et on prendra des décisions après s'être parlé de tout ça. Donc, à partir de la page 7, ce sont vraiment les modifications là, qui sont proposées par le projet de loi. Je ne sais pas si vous voulez qu'on vous explique quelque chose de plus précis par rapport à l'analyse qu'on en a faite. Bien, si vous voulez prendre le temps, sinon je passerai la parole à ma collègue, mais si vous voulez vous exprimer sur un élément en particulier. Bien, pour vous dire, moi, si je peux me permettre, là, puis c'est peut-être pas super explicite dans le mémoire, mais de manière générale, ce qu'on veut que les parlementaires comprennent aujourd'hui, c'est que en éducation, contrairement dans toutes les entreprises privées, quand les profs font la grève, il n'y a aucun impact économique sur l'employeur. Au contraire, l'employeur engrange tous les jours des milliers, voire des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Donc, le poids de la grève chez le personnel enseignant, il n'est pas économique, contrairement à toute l'entreprise privée. C'est une pression qui est politique et évidemment populaire parce que la population, et on l'a vu en 2023, elle s'est intéressée à ce qu'on demandait et à comprendre en quoi ce qui était demandé allait améliorer le quotidien de leurs enfants. C'était ça en 2023. Et si on dit on va en plus restreindre le droit de grève, bien, ça donne le droit au gouvernement de s'enlever lui-même la pression politique. Il pourra dire les services essentiels sont maintenus et en plus, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est un tiers, c'est le TAT. Donc, je peux m'asseoir, continuer d'engranger des salaires et dire à la population, ne vous inquiétez pas, les services essentiels sont maintenus. Expliquez-moi comment ça va améliorer la négociation et va améliorer la conclusion d'une entente satisfaisante dans le milieu scolaire. Pour nous, c'est une évidence que ça ne fonctionne pas. 25 secondes. Madame la députée, allez-y. Oui, prévention. Donc, vous avez parlé de l'importance de travailler en amont. Pouvez-vous nous donner quelques exemples qui pourraient inspirer le législateur pour mieux encadrer le régime de négociation collective? Bien, nous, on se questionne sur la composition des gens aux tables, la fréquence des rencontres. C'est ce genre d'éléments-là dont on aimerait parler parce qu'en ce moment, on est devant plusieurs intervenants qui changent au fil du temps, qui parfois il faut reprendre les Merci, je suis désolé, Merci. je dois vous arrêter. On poursuit avec le deuxième groupe de l'opposition, monsieur le député de Schlager-Maisonneuve. 3 minutes, 28 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous quatre. Je veux d'abord vous souligner à quel point j'ai été impressionné par votre grève que j'ai qualifiée de héroïque dans ce salon rouge qui est le nôtre et que j'ai été bien heureux d'appuyer dans ma modeste mesure de député de Schlager-Maisonneuve, notamment avec tous les profs de mon quartier. Plus tôt, vos collègues de la CSQ ont fait un argument intéressant, puis vous l'avez un peu abordé il y a quelques instants. Ils disaient, oui, mais il y a des bris de service des fois pour les fameux élèves à besoins particuliers dont le ministre s'intéresse tellement. Il n'y a pas de loi contre les bris de service, à ma connaissance, quand ça se passe dans les différents réseaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu des bris de service qui sont en ce moment en cours ou dans les dernières années, ce que vous avez vécu pour les élèves à besoins particuliers qui intéressent tellement le ministre? Bien, pour donner seulement quelques exemples, là, on sait que, par exemple, lorsqu'il y a des événements majeurs là, météorologiques, par exemple, pensons à la crise du verglas, pensons à des fermetures prolongées parce que certains établissements vont vivre un feu, par exemple, il existe malheureusement, là, de façon régulière, certains événements particuliers qui mènent des bris de service. Et dans ces occasions-là, effectivement, il n'y a rien qui prévoit de pallier. Et là, on n'entend pas, effectivement, le ministre du Travail se lever pour défendre la sécurité puis les besoins là, de la population. Ce qui nous fait penser que ce projet de loi-là représente une attaque au rapport de force des enseignantes celles qui ont passé plusieurs dizaines de journées dans la rue. Je ne crois pas que vous ayez le moindre doute qu'elles le faisaient pour d'excellentes raisons. Puis, oui, pour leurs conditions de travail, évidemment, mais fort heureusement aussi pour leurs élèves. Et ça, il y a un appui majeur de la population pendant la grève. Tout à fait. Si le ministre nous présentait des statistiques en montrant à quel point la population était en colère contre les enseignantes et ne jugeait que, peut-être qu'on aurait un angle différent.
Mais ce qu'on a entendu, au contraire, certaines associations de parents ont communiqué avec nous et ont eu des commentaires du type, malgré qu'on soit fiers des résultats, on dit on se sera attendu encore plus dans vos gains pour tout le courage que vous avez eu. Et donc, ce n'est pas un dénigrement de ce qu'on a obtenu, mais bel et bien un appui concret du courage qu'ont eu les enseignantes, et le projet de loi est une attaque à ce courage. Dans le contexte de pénurie actuelle, dans les écoles spécialisées notamment, on peine à trouver des profs en adaptation scolaire, donc qui ont les compétences précises, la formation universitaire pour interagir. Et on pense aussi, souvent, dans les écoles hôpital, comme on les appelle, les profs sont en duo, parfois en trio, avec des techniciens d'éducation spécialisée, des préposés aux élèves handicapés. Et ça, c'est fréquent, qu'on doit pallier à tous les jours avec un groupe où il manque la préposée, où il manque le technicien d'éducation spécialisée. Ça, c'est la réalité quotidienne. Et j'invite, je vous le dis, j'invite les gens à trouver des entrées dans les centres de services, à aller voir au quotidien ce que les gens font avec les moyens du bord. Et c'est à ça qu'il faut aussi s'attaquer, préserver les services, et on le fait par nos grèves. Merci. C'est terminé. Merci. Malheureusement, c'est terminé. Merci, On M. enchaîne avec le député de Jean Talon. Vous avez 2 minutes 38 secondes. J'essaie de vous résumer. Le ministre, selon vous, présente une modification radicale du droit du travail au Québec. Les dernières fois que c'est arrivé, il y a eu des commissions parlementaires avant, des consultations, un livre blanc, et là, rien de tout ça. Vous dites, on ne s'attaque pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est le processus de négociation. Et la présidente du Conseil du Trésor, le 4 décembre, a annoncé son intention de le modifier. Ça, on n'a pas ça. Mais, oups, le projet de loi 89 qui vient restreindre le droit de grève, lui, il est sur la table. Vous nous dites qu'en réalité, c'est une réaction au mouvement de grève qu'on a connu l'automne dernier, ou l'automne d'avant, et qu'on veut enlever un moyen de pression, notamment aux professeurs. Et que c'est un moyen de pression important parce que ce qu'on veut, c'est que autant vous nous le dites, vous êtes là pour le bien-être des élèves, que le ministre, que le gouvernement, on veut éviter que les élèves soient privés de l'école. Bon. Si c'est ça qui s'était passé, s'il y avait eu un projet de loi 89, là, lors de ce fameux mouvement de grève, là, si on avait déclaré, comme plusieurs l'ont suggéré, que les cours, que la présence des élèves à l'école, c'est un service assurant le bien-être de la population, puis on vous avait enlevé ce moyen-là, qu'est-ce que vous pensez que ça serait passé? Est-ce qu'on a pu régler? Est-ce qu'on aurait pu travailler à l'amélioration des conditions des professeurs? Pour nous, il ne fait aucun doute que les gains de la dernière négociation sont liés au fait que les profs étaient dans la rue et étaient déterminés à faire valoir leur point de vue. Et je donne l'exemple de la composition de classe dont on a beaucoup parlé. Si aujourd'hui, les employeurs, les centres de services regardent les cohortes d'élèves en difficulté et essaient de distribuer des services là où ça ne va pas bien, c'est parce que les profs ont été dans la rue 22 jours. N'eût été de ça, jusqu'à la dernière minute, on s'est opposé à ça. On ne voulait pas que ça figure dans les conventions collectives jusqu'à la toute fin. Et on a été obligé de reculer. On voulait inclure plus d'élèves, les élèves à risque, les élèves qui recevaient des services en francisation. On a été obligé d'élever les seuils qu'on souhaitait plus bas. Et ça, là, n'eût été de la grève. Aujourd'hui, personne ne parlerait de composition de la classe. C'est malheureux qu'on ait été obligé de faire ça pendant 22 jours pour y arriver. 20 secondes. Donc, c'est vraiment ça. Ce projet de loi, c'est une réaction au mouvement de grève, selon vous? Ça fait partie certainement des intentions. Si ce n'est pas juste l'éducation, il y a eu d'autres conflits dans la société, on le comprend, mais l'éducation a probablement fait partie des réflexions. Alors, merci. Ça met fin à l'ensemble des blocs d'échange. Mme Bénard, M. Gauthier, Mme Hubert, Mme Tremblay, merci pour votre contribution à cette commission. Nous allons suspendre les travaux quelques instants. Merci.